Bonjour et bienvenue dans le port de Setikos. Et aujourd'hui, cette vidéo va porter sur le destroyer russe tier 5, le Gnevny. Alors, le Gnevny, j'ai eu l'occasion de faire allusion à ce navire lorsque j'ai fait ma vidéo sur l'Ognevoy. J'avais précisé que l'Ognevoy, que voilà, a été en quelque sorte le remplaçant du Gnevny. Et j'avais parlé du Gnevny parce que le Gnevny avait quelques défauts, nous y reviendrons, et il avait été remplacé parce que obsolète et aussi parce que quelques défauts. Alors, commençons avec cette histoire du Gnevny, elle est très courte. À la base, déjà, dans un premier temps, Gnevny, en russe, ça signifie courroucé, en colère. Comme beaucoup de navires de cette époque en Russie, en tout cas, le Gnevny est le fruit de la collaboration entre l'Italie et la Russie. De fait, ce classe Gnevny, qui est connu aussi sous le nom de Type 7 ou Projet 7, portait une influence italienne indéniable et ils avaient donc toutes les caractéristiques des navires italiens. C'est-à-dire qu'ils étaient très rapides, mais avec des problèmes de navigabilité importants, du fait qu'on était la plupart du temps en mer Baltique ou en mer dans le Pacifique, du côté de Vladivostok. Donc, ils n'étaient pas faits pour naviguer dans ces mers. C'est vrai qu'il y en a eu aussi dans la mer Rouge. Là, on est plus près de la Méditerranée, on est plus près des conditions de la Méditerranée, je veux dire. Donc, le Gnevny était plus adapté aux conditions méditerranéennes que dans la Baltique ou dans le Pacifique. Il constitue néanmoins, malgré ça, un atout considérable pour la flotte soviétique, du fait d'abord de son armement principal, c'est des canons B-13. Donc les canons, on va voir, il en a 4 de 130, c'est énorme, avec une portée tout à fait honorable de 11 km, quasiment 12. Et sans compter les torpilles, mais les torpilles, leur portée étant de 4 km, c'est 2 sets de 3 torpilles à 4 km qui vont quand même assez vite, 65 nœuds. C'est plus... On y reviendra, mais c'est plus situationnel. Donc le Gnevny, 30 exemplaires ont été construits. À la base, il devait y en construire 36, mais les 6 derniers ont été annulés. Ils ont combattu essentiellement, comment dirais-je, dans les années 30, et puis bien sûr en 40-45. C'est d'ailleurs à ce moment-là, entre 40 et 45, que 7 d'entre eux, dont le Gnevny, ont été coulés. Le Gnevny, pour sa part, a été détruit par une mine allemande durant une opération de déminage qui avait commencé le 23 juin 1942. Sur ces 30 navires, 4 ont été transférés à la République populaire de Chine. L'un d'eux s'appellera le Hanshan, et le Hanshan est effectivement dans le jeu également. Le voici, le voilà. C'est un Gnevny. C'est un Gnevny, tout simplement, avec les mêmes caractéristiques, et y compris des torpes. 65 nœuds, 4 km, l'artillerie porte à 11 km 9. Vous voyez, il n'y a pas de problème, c'est vraiment le Gnevny à tout point de vue. Ça qui en fait quand même, alors, il faudra qu'on m'explique, parce que le Gnevny de l'arme technologique n'a pas une réputation absolument géniale, en termes de popularité, je veux dire, alors que le Hanshan, qui est un premium, et qui est à 100% identique, pardon, chat dans les gorges, à 100% identique, à la limite, est beaucoup plus populaire, c'est très étonnant. Pour ma part, je ne comprends pas très bien. Alors, c'est vrai que c'est un premium, donc peut-être qu'il rapporte un tout petit peu plus en termes d'XP, en termes de sous-sous, comme tous les premiums. Mais pour ce qui est des caractéristiques techniques, c'est exactement la même chose.
Parmi les navires de cette classe, il y a eu effectivement un qui s'est appelé le Gremayashi. Et ce navire, le Gremayashi, appartient et dans le jeu en tant que navire premium. Il a des caractéristiques sensiblement différentes, enfin pas énormément d'ailleurs, mais il a été retiré du jeu. Pour l'instant, il est retiré de la vente. Mais pour certains, certains ont pu le gagner comme navire premium. C'était une possibilité pendant les périodes de Noël. Je sais que quelques-uns en ont gagné. Moi, ça n'a pas été mon cas. C'est bien, j'en regrette un peu. Parce qu'il a une très bonne réputation. Il est peut-être un petit peu supérieur au Gemini, dont il est le sister ship. Sinon, que dire de ce navire qui fait 112 mètres de long, 112 mètres 50 exactement, et 10 mètres de large. Donc bon, c'est pas proprement parlé le navire le plus furtif du monde, hein, on le verra, il a un petit tirant d'eau, 5 mètres. Donc maintenant, si on parle, alors pour l'historique, vous voyez, c'est très court. Par contre, on peut parler peut-être un petit peu plus tactique avec lui, ça pourrait être intéressant. Et là, je vais me référer aux informations et aux conseils donnés par Wargaming. Pour Wargaming, et là je cite leurs propres mots, c'est un point de passage important, car ce navire se rapproche beaucoup du gameplay des destroyers russes de haut tiers. En d'autres termes, si vous maîtrisez le Gemini, alors là il est plus tier 5, il est tier 6, mais si vous maîtrisez le Gemini, vous maîtriserez tous les navires de classe supérieure, sachant que tous les navires de classe supérieure sont nettement supérieurs en termes de canon, mais aussi en termes de torpilles, puisque les torpilles peu à peu vont aller de plus en plus loin. Il possède donc 4 canons de 130, on l'a vu, à tir rapide, et c'est une artillerie extrêmement puissante, même pas encore pour un tier 6. Et il est tout à fait capable de percer les croiseurs à la paix, sans aucun problème. Bon, en plus, les torpilles, il faut oublier, à moins de s'en servir pour faire un dépôt à domicile, ce qui est assez suicidaire. Vaut mieux oublier. Alors, avec cette artillerie, vous allez déjà pouvoir vous servir, ça c'est parmi les points forts du navire, vous pouvez vous en servir pour vous mettre à moyenne distance, c'est-à-dire à environ 12 km. Et là, les obus rapides, ayant un excellent arc, une excellente cloche, vous pouvez tirer par-dessus les îles. Les HE sont assez efficaces en termes de mise d'incendie, et les AP ont une excellente pénétration. Ça fait du Gemini un atout efficace à courte et moyenne distance. Il a aussi un gros avantage, c'est sa manœuvrabilité. On va regarder ça, vitesse de 38 nœuds, que l'on peut légèrement améliorer malgré tout, et il y a une courbe de giration de 600 mètres, 610 mètres, ce qui est tout à fait honorable. Donc il peut, avec cette vitesse et cette courbe de giration, esquiver les tirs, se relocaliser très facilement, et bien sûr, changer de flanc, donc, par définition. Mais, dernier avantage, on l'a dit, les torpilles sont situationnelles, néanmoins, elles font extrêmement de dégâts. On va regarder ça, ensemble, voilà. Vous pouvez monter, alors moi je ne sais pas monter celle-là, 2 torpilles, ce sont des torpilles qui font 14 400 de dégâts. Alors, et je vais monter celle-là. Elles sont un temps de rechargement un tout petit peu plus long. 14 400 de dégâts, voilà. Et celles-là font 15 100. Donc 15 100, vous avez 3 torpilles à lancer, 45 000 de dégâts. J'étais de vous dire qu'il n'y a pas beaucoup de croiseurs qui résisteront à un impact de 3 torpilles en même temps. Parmi les points faibles du navire, il y a le point faible inhérent à tous les destroyers, c'est-à-dire qu'il n'a pas de blindage. Donc il vaut mieux éviter de prendre des salves. Il m'est arrivé de sortir les Gemini en une ou deux salves. Donc il faut avant tout trouver le moyen, soit d'être anglais, soit d'être toujours en situation de pouvoir fuir. En plus, la rotation c'est quand même un gros point noir, c'est la rotation des tourelles. Elle tourne, alors est-ce que cette information, je dois l'avoir dans... Je sais pas si je l'ai là. On doit l'avoir ici. Temps de rotation, 19 secondes.
C'est énorme, c'est beaucoup, c'est beaucoup. Donc il faut prévoir à l'avance, faut bien, quand vous attaquez, vous vous relocalisez, bien tourner vos tourelles sensiblement dans la direction où vous voulez aller, parce que le temps de réaction est quand même très long. On n'est pas sur du destroyer américain, hein. Ça c'est clair. Sinon, l'armement anti-aérien, on n'en parle pas, hein, c'est un destroyer, etc. En termes de tactique, il faut s'en servir. Il y a deux, trois éléments qu'il faut savoir. Pour se servir d'abord du Gemini, vous pouvez vous en servir en termes d'appui-feu. C'est-à-dire, en d'autres termes, vous êtes au milieu de la flotte et vous tirez en partant du principe que les gros morceaux qui sont autour de vous serviront beaucoup plus de cible à votre ennemi et vous négligeront. Ça, c'est la première des choses. Mais il est particulièrement efficace quand il s'agit d'affronter les navires lourds, parce que justement, les navires lourds ont beaucoup plus de mal à esquiver, et vous pouvez vous en servir aussi pour le harceler derrière une île ou dans une smoke, il n'y a pas de problème. Là où il est particulièrement sympa, le Gemini, c'est les duels à courte portée. Parce que là, vous surgissez de derrière une île à très grande vitesse, vous pouvez faire des dégâts incroyables sur un destroyer, et quand vous surgissez derrière une île à très faible portée, donc à moins de 4 km, une série de torpilles peuvent faire extrêmement mal. Ceci dit, il vaut mieux que cette tactique soit utilisée contre un ennemi isolé. Si vous l'utilisez contre plusieurs ennemis, vous risquez de ne pas en sortir vivant, même si vous faites un kill, vous risquez de ne pas en sortir vivant. Les duels à longue portée, c'est-à-dire au-delà de 12 km, vous découvrirez que les HE à ce moment-là sont extrêmement efficaces quand il s'agit de mettre des incendies. Et vous pouvez tenir le dégât même contre des croiseurs en dogfight, mais à longue portée. Parce que vous allez pouvoir esquiver beaucoup plus facilement qu'un croiseur. Ceci dit, un croiseur, quand il passe vraiment en broadside par rapport à vous, si vous switchez à la paix, vous pouvez faire très mal à des Königsberg, des Nuremberg. Vous pouvez leur faire extrêmement mal. Des galissonnières supporteront difficilement les AP de flanc. Ça, c'est clair. En termes d'amélioration, alors maintenant, ce qui est intéressant, c'est de voir un petit peu, de pouvoir regarder un petit peu ce qu'on peut mettre sur les améliorations. Moi, personnellement, je préfère le dépôt modification 1, même si Wargaming suggère armements principaux. Moi, le dépôt, je le mets systématiquement sur tous mes DD et tous mes croiseurs. Les explosions sont très vite arrivées, même, et si vous n'avez pas de flag, c'est encore pire. Autre chose, appareil gouverné, ça, c'est à mettre pratiquement comment dirais-je, c'est à mettre pratiquement en priorité, parce que c'est un des points faibles du navire. Son gouvernail est pas très, alors je sais pas si on va bien le voir, évidemment, on va pas le voir si je me mets en vue rapprochée, mais le gouvernail n'est pas très protégé, on l'entreaperçoit là, le gouvernail n'est pas très 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 protégé, hein. Donc un coup qui tombe, même raté, peut toucher votre gouvernail ou vos moteurs, c'est pas terrible. Dernière autre amélioration qu'il propose, c'est le système de visée. Là encore, moi j'ai mis la batterie principale justement pour augmenter la rotation des tourelles, mais vous pouvez utiliser le système de visée qui vous donnera effectivement une meilleure dispersion, j'allais dire, oui, une amélioration de la dispersion. Et moi j'ai rajouté l'appareil à gouverner modification 2 parce que ça vous permet effectivement de dodger beaucoup plus les tirs. Quand vous êtes en combat et que vous regardez à la jumelle vos ennemis, que vous voyez des tirs en approche, il vous est plus facile de tourner un peu, de virer assez sèchement pour éviter les tirs. Pour ce qui est des compétences du capitaine, moi, voici ce que j'ai mis. La première compétence, c'est l'alerte de tir en approche, qui me paraît être essentielle pour un destroyer. De savoir quand quelqu'un nous tire, ça permet de dodger un petit peu plus. Wargaming propose cible prioritaire. Alors, cible prioritaire, c'est celle-là. Ouais. Ben, c'est le nombre, pour savoir combien vous êtes repéré, vous êtes visé par un nombre de navires. Moi, je pars du principe que, étant donné qu'on est un destroyer, à partir du moment où on est visé, ne serait-ce que par un navire, quel qu'il soit, un DD, évidemment, moins, mais il vaut mieux commencer les manœuvres d'esquive.
On se prend très vite des grosses châtaignes, surtout en Gevni, qui est quand même un destroyer, un mini croiseur. Hein. L'autre, c'est l'ultime résistance. Alors effectivement, ça je l'ai pas mis. C'est une possibilité, l'ultime résistance, parce que ça vous permet de bouger toujours, quoi qu'il arrive. Je l'ai pas mis, partant, mais mes arguments ne sont pas forcément élaborés. Hein. Partant du principe qu'il y a une smoke, si je suis touché, je me réfugie dans une smoke défensive. J'ai préféré, encore une fois, améliorer l'expert tireur d'élite, donc le degré de rotation, j'optimise, parce que je pars du principe que le Glemni, étant un mini-croiseur, doit pouvoir chasser les autres DD, surtout les DD japonais. Après, ils ont mis un entraînement de base au tir. Moi, j'ai mis l'expert en démolition. Pour la bonne et simple raison que l'expert en démolition, voilà, on rajoute des incendies. L'entraînement de base au tir, c'est celui-là. Bon, alors effectivement, ça rajoute le temps de chargement de la batterie principale, hein, ça met 10%. Vous améliorez, alors c'est une autre possibilité, effectivement. Et puis vous avez ensuite l'entraînement de base au tir expert en dissimulation. C'est celui-là, non? Voilà. Alors oui, celui-là, j'ai pas encore mon 4e point. Quand je l'aurai, on en parlera. Mais effectivement, c'est un des passages obligés lorsqu'on a un destroyer. Voilà, on en finit avec la présentation. Vous voyez qu'elle est assez courte. Il n'y a pas de grand-chose à raconter sur ce navire. On va enchaîner sur une partie et du Gevni où on va voir en gros, grosso modo, à peu près toutes les facettes de jeu de ce navire, même si la partie n'est pas une partie de feu, on ne fait pas un Kraken avec le Gevni, c'est une partie qui est là pour illustrer les capacités de ce navire et rien d'autre, hein, même si c'est une belle partie malgré tout. Allez. Allez, nous enchaînons avec cette game qui nous a été fournie par Polon, en Gevni, Polon, membre de mon clan, plutôt spécialisé des DD et des porte-avions, alors qu'il en soit remercié déjà. C'est un joueur qui aime particulièrement les destroyers russes, particulièrement le Gevni. Mais bon, comme il aime aussi particulièrement les destroyers allemands, je lui prédis une jolie carrière quand il se décidera à monter les torpilleurs, les contre-torpilleurs américains. Clairement, les Américains, pour moi, sont des monstres également. Ils ont un gameplay un tout petit peu... C'est assez subtil, un tout petit peu plus différent des Russes et des Allemands. C'est encore un petit peu différent. Mais bon, globalement, pour moi, les Américains sont excellents. Alors lui, il joue son Gniemni, vous allez le voir, comme un croiseur, mais une sorte de petite émeraude qui doit se cacher derrière les îles. Utiliser les îles comme on utilise une smoke, c'est-à-dire pour se camoufler et tirer en veillant bien à ne pas être spoté. On regarde comment l'équipe est en train de se déployer. Pour l'instant, il semble qu'un assaut est en train de se préparer sur les deux ailes d'ailleurs. Ça a l'air assez sympa. Ils ont pas fait des mine trains ou de lignes de bataille. Alors nous sommes, c'est vrai, en mode domination, en mode épicentre. Donc il s'agit de capturer en priorité le centre. Il y a deux tactiques et deux écoles qui s'affrontent pour ce mode. C'est le mode je rush au centre et je capte le centre quoi qu'il arrive, avec la méthode je tourne autour, en ligne de bataille ou pas d'ailleurs. Je tourne autour et je tire sur tous ceux qui sont au centre. Les deux méthodes se valent, elles apportent, elles ont des résultats. Alors là, comme on va se remettre pour voir comment Polon se débrouille. Pour l'instant, il se contente de faire du spot passif, d'empêcher la cape ennemie sur le centre. Mais bon, compte tenu du fait qu'il n'a pas des torpilles qui vont très loin, etc., et qu'il est un peu seul aussi, il n'y a pas grand monde pour l'aider. C'est le seul destroyer en même temps de son équipe.
Donc, du fait que c'est le seul destroyer, ils peuvent pas réellement pousser au centre. Ils peuvent pas occuper le centre, sont obligés de le lâcher. Et là, du coup, bah, l'ennemi va s'en emparer forcément. Bon, là, un coup au but, bon, il n'a pas eu de chance. Un coup au but et il a pris des dégâts sur l'arrière. Le gouvernail, il a réparé, mais bon, les dégâts ont déjà abîmé un peu l'arrière. Le, la tactique est en train d'évoluer sur la droite de la map. L'équipe ne semble pas pousser, mais rester assez statique. Alors que sur la gauche, il y a deux croiseurs et deux cuirassés qui semblent. Enfin, deux croiseurs appuyés d'un cuirassé qui semblent vouloir pousser. L'autre cuirassé est plutôt en seconde ligne. Le problème, c'est que les croiseurs en question, c'est un Königsberg, un Nuremberg et un Oktovskaya. Pas forcément ce qu'il y a de plus violent en termes de push. Et c'est le Bayern qui joue les snipers. J'y crois pas vraiment là. Königsberg a coulé le kamikaze. Il y avait un kamikaze à la torpille, s'il vous plaît. Alors ça, c'est étonnant que kamikaze se fasse savoir comme ça. Ce sont des navires qui sont des navires de récompense, donc octroyés à des joueurs qui ont fait des missions assez longues, assez barbantes, on va dire. Et donc, sont d'assez bons joueurs. Alors, il y a un Hanshan. On a vu que le Hanshan, c'était le Gemini, tout simplement. Pas le vrai Gemini qui était mort, mais un de ses sister ships. Écran de fumée en place. Ah, ses premiers dégâts, enfin, il n'en a pas fait des kilos pour l'instant. 940 points de dégâts. Là, bon, il semble que l'assaut soit enrayé. L'Oktovskaya est allé se réfugier derrière les îles, poursuivi par les torpilles de là au bas. Les deux croiseurs allemands qui étaient avec le cuirassé russe, là, ils sont coulés. Donc là, plutôt avantage à l'ennemi, d'autant qu'il est en train sur le point d'achever sa cape puissante. L'Oktovskaya ne va pas y rester. Alors il a apparemment laissé une smoke à l'Oktovskaya pour que celui-ci se cache et s'enfuit. Mais bon, compliqué, très compliqué. C'est une partie qui n'est pas sous le meilleur des auspices. Ah, ils viennent de perdre un Furutaka en prime, à explosion, carrément. Le Hanshan a violenté le Furutaka, c'est original. Voilà, il fait des dégâts. À ceux qui se demandent pourquoi il ne tire pas la paix, l'Émile Bertin a un blindage espacé et pratiquement pas de citadelle. Alors, même si la paix russe des destroyers lui aurait fait probablement très mal. Ça avait pas grand sens. Alors là, ça y est, il va nous faire du poulon. Je le sens bien. Il s'agace. Cette situation et ce style de jeu ne lui convient pas. Il aime bien aller au fight, au combat. Donc là, ça va être, je vous l'annonce, il va attaquer le Hanshan. Il rush sa smoke. Il sait que le Hanshan ne peut pas le voir. Il sait qu'il ne peut pas être spoté. Enfin, il faut qu'il se méfie quand même. Parce que il y a un cuirassé qui est juste au bord de sa zone de détection. Et tant qu'il n'est pas repéré, il va surprendre Hanshan. Il va aller le débusquer dans sa smoke. Voilà, il a préparé ses torpilles. Il va pas tarder à le voir. Il va tourner un peu sur la gauche. Voilà, j'en ai. Ça, c'est classique. Il attend. Et voilà. Et là, comme il n'a pas sélectionné l'Anshan, eh bien, boum. Il y va à l'aveugle. Les tourelles sont. Voilà, bien joué. 3 torpilles au but. Oula, 1, 2, 3. Et là, il prend 3 torpilles et il s'en sort. Ça, c'est énorme. Il a lancé une smoke pour se protéger parce qu'il a y repéré. Donc, il faut qu'il se protège. Alors, 3 torpilles.
d'un Chan, il aurait dû couler, c'est clair. Mais il a pris beaucoup de dégâts. L'essentiel des dégâts qu'il a subis étaient sur l'arrière. Donc je suppose que la première torpille a frappé un module qui était déjà saturé de dégâts. La deuxième torpille lui a fait des dégâts parce qu'elle était un peu plus au centre. Et elle aurait pu le détruire. Et la troisième torpille repartit de là où il y avait eu des dégâts. Donc voilà, il a eu beaucoup de chance. Mais il en faut. Hein. Et là maintenant, il va optimiser ses dés en veillant bien à rester entre deux îles, prêt à s'enfuir. Enfin, le Dunkerque ne peut pas le voir, il est dans sa smoke. Il est vraiment très loin en plus de sa zone de détection dans sa smoke. Le Dunkerque ne peut pas le voir. Là, il optimise vraiment ses dégâts. Il allume les feux. On a une véritable utilisation du Gemini comme d'un mini-croiseur, un harceleur. En plus, il va capturer l'épicentre, ce qui va donner beaucoup de points, parce qu'ils ont déjà la zone intermédiaire. L'équipe va prendre un avantage assez conséquent. Ils ont repoussé l'ennemi, ou enfin ils maintiennent l'ennemi au bord de l'épicentre, au bord de la troisième zone, la première à l'extérieur. Et pour l'instant, c'est des points qui s'accumulent. Et comme il n'y a plus de destroyer pour venir l'embêter, il est un peu le roi du pétrole là, dans cette partie maintenant. Alors être roi du pétrole avec un Glivny, c'est pas comme être roi du pétrole avec un Fubuki. Il est clair que le Fubuki, l'intérêt ça aurait été d'aller chercher le Dunkerque à bout portant, d'aller le chercher à la torpille. Et là, lui, c'est Zekadon. Et vous voyez, il profite de ce l'île. Il n'est pas repéré. Le Dunkerque ne peut pas le voir. Après, il s'agit de faire des dégâts, autant de dégâts que possible. Dunkerque, qui n'a plus d'incendie, va essayer d'aller l'attaquer sur son flanc. On est vraiment dans l'utilisation du gunboat, mais on a vu toutes les utilisations du Gimli dans cette bataille. Chasseur d'ODD, spotter, et maintenant harceleur. Là, il est repéré parce qu'il est sorti de derrière l'île. Mais bon, comme le Dunkerque ne regarde absolument pas dans sa direction, il n'y a vraiment pas de raison de s'inquiéter. Par contre, un peu surprenant, il n'a mis que 4 incendies. Voilà, Dunkerque est mort. Il ne reste plus que les porte-avions. Alors, théoriquement, son rôle, ça va être d'aller chercher le porte-avions, mais avant, il va peut-être attendre que les avions ennemis retournent vers leur base, vers leur porte-avions pour éviter d'être spotés. L'idée, ce serait effectivement d'aller faire du spot maintenant sur les porte-avions, puisqu'il va bénéficier de dégâts. Là, les porte-avions vont être sont repérés avant même son... Alors là, espérons que le porte-avions ne va pas le bombarder. Ouais, et il a beaucoup de chance. Une seule bombe aurait suffi pour le détruire. Là, il est tranquille. Un porte-avions n'a plus de bomber, apparemment. Aucun des deux porte-avions. Là, non, on allait faire des dégâts sur le Ryujo. Est-ce que c'est possible? Donc le Ryujo est en marche avant. Un peu de dégâts. Un seul obus. Alors évidemment, c'est pas un record de hits fait au canon, mais ils ont été efficaces, ils ont été stratégiquement importants. Ah, un incendie. Et voilà, fin de la game.
De retour au port, après cette bataille, alors encore une fois, je remercie Paulon, bien sûr, de nous avoir fourni cette bataille, qui vous a montré, il tenait à me la passer. Et j'ai compris pourquoi, parce que bon, il y a effectivement la petite anecdote avec les trois torpilles qui se prend au flanc, il arrive à ne pas être détruit. Alors bon, il a pris quand même trois torpilles, c'est-à-dire en gros 45 000 de dégâts, et il a 14 000 de points de structure. Tout simplement parce qu'il y a deux torpilles qui ont frappé et qui n'ont pas fait de dégâts, tout simplement. Et l'autre information, on en continue 14 400, 15 100. Lui, il a une capacité de 14 100. Là, par contre, je comprends pas bien. Il aurait dû se faire dégommer avec une seule torpille. Il a eu de la chance. Il a eu beaucoup de chance. Le Hanshan, encore une fois, c'est un pur Gevni. Donc il a des torpilles qui doivent faire les mêmes dégâts, donc théoriquement. Le Hanshan, 14 400, c'est ça. Ou 14 400, donc c'est les mêmes. Sauf qu'elles vont un tout petit peu plus vite là, alors que là, 65 nœuds, là elles font à 60 nœuds seulement. Mais une torpille une portée qui va à 8 km. Alors là, le Hanshan, a priori, non, je comprends pas bien. Il aurait pas, surtout qu'il avait pas, il avait plus son pool complet de points de vie. C'était très étonnant. Bon, enfin, on va pas, c'est une énigme, mais tant mieux pour lui, hein, ça lui a permis de faire quelques dégâts supplémentaires. Et donc, victoire, donc 47 coups au but, deux torpilles qui ont suffi pour sortir le Hanshan. Il a abattu un avion, j'ai dit tout à l'heure que l'entière était moisie, eh bien elle est moisie, mais c'est bien, hein, il a détruit un avion. 5 incendies pour 45 coups au but. Ça fait grosso modo un incendie tous les 9 au but. Voilà quoi, c'est pratiquement du 10%, c'est bien, c'est excellent. Deux inondes pour deux torpilles, ben oui, voilà. Trois caps défendus, une aide à la capture, c'est excellent. Il finit deuxième, à très très peu, 9 petits points du Nuremberg qui lui a fait 4 kills. Imaginez un peu toute la différence. Alors en termes de dégâts, donc il a fait 11 700 sur le Hanshan, 10 000 sur le Dunkerque, il a fait quand même un nombre calculable d'obus, c'est l'essentiel de ces obus d'ailleurs, c'est 8 000 points, c'est sur le Dunkerque, plus 9 000 d'incendie, donc voilà, il a fait quelques coups au but sur le Ryujo, l'Émile Bertin est là-haut bas. Il a tanké pour 154 000, ce qui est énorme. Il a tanké pratiquement pour, on a vu, 154 000. Ça veut dire qu'il a tanké pour 10 fois, un peu plus de 10 fois sa capacité de survie. Donc ça vous donne une idée, effectivement, ça vous donne une idée de la raison pour laquelle il est si haut placé au classement. Et n'oublions pas qu'il n'est pas premium, donc c'est quand même assez énorme. C'est assez énorme. Voilà, on en finit avec cette petite vidéo et ces petites historiques sur les Givni. Malheureusement, comme tous les destroyers, ils n'ont pas une histoire héroïque, épique à la manière du Charnors ou d'un Bismarck. C'est clair. Ce sont plus des navires qui, dans la vraie vie, sont plus supposés être des chasseurs de destroyers ou des escorteurs. Donc, il ne fait pas souci emballant. Hein, en plus, les Russes, leur histoire maritime n'est pas proprement parlé le point fort de leur fait d'armes. Néanmoins, ça m'a paru intéressant de voir un petit peu ce navire. Je pense que il fait vraiment partie des bons navires. Alors, quand on regarde les tiers 6, ceux qui sont ses concurrents, il y a quand même du beau monde. Hein, Fuchun, Hanshan, le Galant, Gaïde, et bien sûr le Fubuki. Alors ouais, bon, ouais, pour moi le Fubuki c'est ce qui se fait de mieux, alors en tier 6. Mais le Farragut est excellent aussi, hein, c'est un navire qui fait très 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 mal. Donc le Gevni il a fort à faire, il a beaucoup de rivaux, et arriver à bien tirer son épingle du jeu avec un destroyer de ce tiers, ben, il faut en profiter, il faut vraiment se spécialiser dans ce type de destroyer pour pouvoir ressentir le potentiel de ce navire.
J'espère que vous avez apprécié. En tout cas, si vous avez apprécié, n'hésitez pas à mettre un pouce vert, puisque c'est comme ça qu'on dit, à liker, puisque c'est aussi comme ça qu'on dit, mettre des commentaires, si vous avez des questions ou si vous avez des suggestions pour des vidéos futures. N'hésitez pas aussi à me faire connaître. Plus on sera de fous et mieux et moins il y aura de riz. Cette blague vous a été proposée par l'ami Starcade. Je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à très bientôt si vous le voulez bien.